Imaginez un empire juif médiéval plus puissant que Byzance, contrôlant les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, dominant un territoire immense entre la mer Noire et la mer Caspienne. Un royaume où les princes parlaient hébreu, où les synagogues côtoyaient les mosquées et les églises, où la tolérance religieuse était la norme et non l'exception. Cet empire a réellement existé. Il s'appelait la Khazarie, et sa disparition au Xe siècle a changé le cours de l'histoire mondiale d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Dans les prochains 25 minutes, tu vas découvrir 3 scénarios alternatifs fascinants qui révèlent comment notre monde aurait pu être radicalement différent si cet empire mystérieux n'avait jamais disparu. Bienvenue sur Récits Nocturnes, l'endroit où l'histoire devient vivante. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'un des plus grands mystères de l'histoire médiévale et plonger dans 3 chronologies alternatives qui vont te faire voir le monde sous un angle complètement nouveau. Pourquoi ce sujet maintenant? Parce que comprendre ce qui aurait pu être nous aide à saisir la fragilité incroyable de notre réalité actuelle. Chaque décision historique, chaque bataille gagnée ou perdue, chaque royaume qui tombe ou survit crée des ondes qui se propagent à travers les siècles. L'Empire khazar était à un carrefour crucial de l'histoire, et sa chute a ouvert la voie à la Russie moderne, à l'expansion de l'orthodoxie chrétienne et à la configuration géopolitique que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant de continuer, je veux te poser une question qui va créer une connexion entre nous. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo en ce moment. Est-ce que tu nous suis depuis la France, le Canada, la Belgique ou peut-être d'un coin du monde encore plus lointain? Écris-le en commentaire parce que ça me fascine de savoir jusqu'où voyagent ces histoires. D'ailleurs, si ce type de contenu te passionne autant que moi, pense à t'abonner à Récits Nocturnes. Chaque semaine, on explore ensemble des histoires alternatives, des mystères historiques et des scénarios qui auraient pu changer le monde. Active la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, plongeons dans l'histoire de cet empire mystérieux. Les Khazars étaient un peuple turcique qui a établi son royaume au 7e siècle dans une région stratégique entre 2 mondes. Imagine un territoire immense s'étendant de l'Ukraine moderne jusqu'au Kazakhstan actuel, contrôlant le Caucase et les steppes infinies qui connectaient l'Europe à l'Asie. Leur capitale, Atil, était une métropole cosmopolite où des marchands arabes, byzantins, slaves et persans se croisèrent quotidiennement. Les Khazars n'étaient pas seulement des guerriers nomades. Ils étaient des administrateurs brillants, des diplomates habiles et des commerçants avisés qui comprenaient la valeur du pouvoir économique. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Vers le milieu du 8e siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La famille royale khazare et une partie importante de l'élite dirigeante se sont convertis au judaïsme, pas au christianisme byzantin qui dominait l'Ouest, pas à l'islam qui s'étendait rapidement depuis le Sud, mais au judaïsme. Cette décision était révolutionnaire et complètement inattendue. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Les sources historiques suggèrent que c'était une décision politique brillante. En adoptant le judaïsme, les Khazars affirmaient leur indépendance vis-à-vis des 2 superpuissances religieuses de l'époque. Ils refusaient de se soumettre au calife de Bagdad et rejetaient également la domination spirituelle de Constantinople. C'était un acte de génie politique déguisé en conversion religieuse. Pendant près de 3 siècles, l'Empire khazar a prospéré comme une puissance majeure. Ils ont repoussé les invasions arabes qui menaçaient l'Europe depuis le Sud. Ils ont établi un système de tolérance religieuse remarquable, où les Juifs, les chrétiens, les musulmans et les païens coexistaient
sous un même gouvernement. Leur code juridique permettait à chaque communauté religieuse d'être jugée selon ses propres lois. C'était du multiculturalisme avant que le concept n'existe même. Les voyageurs de l'époque décrivaient Tatil comme une ville où 7 juges siégeaient. 2 pour les musulmans, 2 pour les chrétiens, 2 pour les juifs et 1 pour les païens slaves et russes. Peux-tu imaginer une telle tolérance au IXe siècle? Mais tout empire, aussi puissant soit-il, finit par rencontrer son déclin. Pour les Khazars, la fin est venue progressivement à partir du Xe siècle. Les Russes de Kiev, menés par le prince Sviatoslav, ont lancé une série de campagnes militaires dévastatrices entre 965 et 969. Ces invasions ont détruit la capitale Atil et brisé le pouvoir khazar. Simultanément, l'Empire faisait face à des pressions des nomades péchenègues depuis l'Est et des changements dans les routes commerciales qui minaient sa richesse. En quelques décennies, cet empire autrefois glorieux s'est fragmenté, s'est dissous et a pratiquement disparu des archives historiques. Et c'est précisément là que notre exploration alternative commence. Que se serait-il passé si les Khazars avaient survécu, si leurs armées avaient repoussé Sviatoslav, si leur système commercial avait continué à prospérer? Dans les minutes qui suivent, on va explorer 3 scénarios fascinants qui répondent à ces questions. Premier scénario, les Khazars maintiennent leur domination sur les routes commerciales et deviennent la superpuissance eurasiatique. Deuxième scénario, le judaïsme khazar s'étend à travers l'Europe de l'Est et transforme complètement l'histoire religieuse du continent. Troisième scénario, l'État russe tel qu'on le connaît ne se forme jamais parce que les Khazars bloquent l'expansion slave. Chaque scénario révèle des possibilités historiques stupéfiantes et nous montre à quel point notre monde actuel dépend de moments décisifs du passé. Prépare-toi, parce que ce voyage va bouleverser ta perception de l'histoire. Commençons par le premier scénario alternatif, celui qui transforme complètement la géopolitique eurasiatique. Imagine que nous sommes en 965, au moment exact où le prince Sviatoslav de Kiev lance ses armées contre l'Empire khazar. Mais dans cette chronologie, quelque chose de différent se produit. Les Khazars ont anticipé l'invasion. Ils ont renforcé leur défense le long du fleuve Don. Et surtout, ils ont formé une alliance stratégique avec Byzance qui leur fournit des armes sophistiquées et des conseillers militaires. La bataille décisive près d'Atil se termine par une victoire khazare écrasante. Sviatoslav est capturé, les Russes sont repoussés et l'Empire khazar consolide son contrôle sur les steppes eurasiatiques pour les siècles à venir. Mais qu'est-ce que cette victoire change concrètement? Énormément de choses, et je vais te montrer pourquoi. Les Khazars contrôlaient déjà les routes commerciales les plus lucratives entre l'Asie et l'Europe, mais leur survie leur permet de transformer ce contrôle en véritable monopole commercial. La route de la soie qui traversait leur territoire devient leur artère vitale, générant des richesses colossales qui financent une expansion militaire et culturelle sans précédent. Chaque caravane qui voyage entre Constantinople et la Chine doit payer des taxes aux Khazars. Chaque marchand qui veut accéder au marché du Nord doit obtenir leur permission. Cette position stratégique les transforme en arbitres du commerce international médiéval. Maintenant, pense aux conséquences à long terme de cette domination commerciale. L'Empire khazar investit massivement dans l'infrastructure. Les routes pavées remplacent les chemins de terre. Des caravanserails fortifiés sont construits tous les 100 km. Des systèmes de crédit sophistiqués facilitent le commerce à grande échelle. Atil devient la ville la plus riche et la plus cosmopolite du monde médiéval,
surpassant même Bagdad et Constantinople en termes de volume commercial. Les marchands de toute l'Eurasie apprennent l'hébreu et le turc khazar pour faire des affaires. La monnaie khazar devient la devise de référence pour le commerce international. Comme si les Khazars étaient devenus le centre financier du monde médiéval, jouant un rôle similaire à Wall Street aujourd'hui. Mais attendez, parce que la situation devient encore plus intéressante quand on examine les relations avec Byzance. Dans notre chronologie réelle, Byzance a toujours été la superpuissance incontestée de l'Europe orientale. Mais dans ce scénario alternatif, les Khazars commencent à rivaliser sérieusement avec l'Empire byzantin. Au XIe siècle, quand les Turcs seldjoukides menacent Constantinople depuis l'Anatole, les Khazars offrent leur aide militaire, mais exigent en échange des concessions territoriales massives en Crimée et dans le Caucase. Byzance, affaiblie et désespérée, accepte. Cette transaction change l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée orientale. Les Khazars obtiennent des ports en mer Noire qui leur donnent accès direct aux routes maritimes méditerranéennes. La carte géopolitique de l'Europe médiévale complètement redessinée. Au lieu d'avoir une seule superpuissance chrétienne orthodoxe dominant l'Est, tu as maintenant deux puissances majeures, Byzance chrétienne au sud et la Khazarie juive au nord, se disputant l'influence sur les principautés slaves, les steppes et les routes commerciales. Cette rivalité stimule des innovations technologiques et culturelles des deux côtés. Les Khazars développent une marine puissante pour protéger leurs intérêts commerciaux en mer Noire et en mer Caspienne. Ils établissent des comptoirs commerciaux le long de la Volga qui deviennent de véritables villes prospères. Leur influence s'étend jusqu'au territoire scandinave, où les Vikings préfèrent commercer avec les Khazars plutôt qu'avec Byzance. Et voici où l'histoire prend un tournant fascinant que personne n'aurait pu prédire. Au XIIe siècle, quand les croisés lancent leurs expéditions vers la Terre Sainte, doivent négocier avec les Khazars pour obtenir des routes de passage sûres. Les Khazars, étant juifs, ont une position compliquée vis-à-vis des croisades. Ils sympathisent avec les communautés juives persécutées en Europe, mais ils voient aussi une opportunité commerciale et politique. Ils offrent aux croisés un passage sûr et des provisions en échange de garanties de protection pour les communautés juives européennes. Imagine l'ironie, les croisés chrétiens dépendant d'un empire juif pour atteindre Jérusalem. Cette dynamique crée une situation unique où la tolérance religieuse devient une nécessité politique plutôt qu'un idéal lointain. Le XIIIe siècle apporte le défi ultime, l'invasion mongole. Dans notre chronologie réelle, les Mongols ont balayé l'Eurasie sans rencontrer de résistance significative. Mais dans ce scénario alternatif, les Khazars, avec leurs siècles d'expérience dans la guerre des steppes et leurs alliances diplomatiques sophistiquées, présentent un obstacle formidable. Ils ne peuvent pas arrêter complètement les Mongols, personne ne le pouvait, mais ils négocient une paix avantageuse qui leur permet de maintenir leur autonomie en échange de tribus et d'une alliance commerciale. Les Khazars deviennent les intermédiaires principaux entre l'Empire mongol et l'Europe, profitant encore une fois de leur position stratégique pour accumuler des richesses et de l'influence. Réfléchis un instant à ce que ce scénario signifie pour le monde moderne. Si les Khazars avaient survécu et prospéré, nous aurions aujourd'hui un État juif majeur en Eurasie centrale qui existerait depuis plus de 1000 ans. Les dynamiques du Moyen-Orient seraient complètement différentes. La question juive en Europe aurait évolué différemment avec un royaume juif puissant servant de refuge et de protecteur. Les routes commerciales modernes suivraient probablement encore les anciennes routes khazars. La langue hébraïque aurait peut-être conservé son statut
de lingua franca commerciale dans certaines régions. C'est un monde où l'équilibre entre Orient et Occident, entre christianisme, islam et judaïsme, aurait été fondamentalement différent de celui que nous connaissons. Passons maintenant au deuxième scénario alternatif, celui qui transforme radicalement la carte religieuse de l'Europe. Imagine que la survie de l'Empire khazar ne se limite pas seulement à la domination commerciale et militaire. Imagine que leur exemple de conversion au judaïsme inspire d'autres peuples slaves et nomades qui gravitent dans leur sphère d'influence. Au Xe siècle, au lieu de voir les principautés russes se convertir massivement à l'orthodoxie chrétienne sous l'influence de Byzance, une partie significative de ces territoires adopte le judaïsme khazar. Ce n'est pas une conversion forcée, mais un processus graduel motivé par des alliances politiques, des mariages dynastiques et l'attraction économique d'appartenir à l'empire commercial le plus prospère de la région. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour l'histoire européenne? Énormément de choses, et je vais te montrer pourquoi ce scénario est peut-être le plus révolutionnaire des trois. Au XIe siècle, quand Kiev aurait normalement adopté le christianisme orthodoxe, les princes locaux choisissent plutôt une alliance avec la Khazarie. Ils voient les bénéfices économiques et politiques d'appartenir au réseau commercial khazar. Progressivement, le judaïsme s'étend à travers l'Ukraine moderne, la Biélorussie et une partie de la Pologne orientale. Les synagogues sont construites dans des villes qui, dans notre chronologie, auraient eu des églises orthodoxes. L'hébreu devient une langue liturgique et administrative répandue dans toute l'Europe orientale. Les communautés juives ne sont plus des minorités isolées, mais font partie d'un continuum religieux et culturel qui s'étend de la mer Noire jusqu'aux frontières de l'Europe centrale. Maintenant, pense aux implications pour les croisades qui commencent à la fin du XIe siècle. Dans notre histoire réelle, les croisades ont déclenché des persécutions massives contre les communautés juives européennes, particulièrement en Rhénanie et en Europe centrale. Mais dans ce scénario alternatif, tout change dramatiquement. Les croisés qui traversent l'Europe pour atteindre la Terre Sainte découvrent qu'ils doivent traverser des territoires contrôlés ou influencés par des princes juifs alliés aux Khazars. Ces princes ont des armées bien équipées et des fortifications solides. Les croisés ne peuvent pas simplement piller les communautés juives comme ils l'ont fait dans notre chronologie. Ils doivent négocier, payer des tributs de passage et respecter les populations locales sous peine de voir leurs lignes d'approvisionnement coupées. Et voici où l'histoire devient fascinante d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Cette présence juive forte en Europe orientale force l'Église catholique à repenser complètement sa théologie et sa politique envers le judaïsme. Au lieu d'une religion minoritaire tolérée à peine et souvent persécutée, le judaïsme devient une force politique et militaire majeure avec laquelle il faut composer. Les papes du XIIe et XIIIe siècle ne peuvent plus se permettre de prêcher la conversion forcée ou la persécution quand il existe des royaumes juifs puissants capables de représailles. Cela crée une situation unique où la coexistence religieuse devient non pas un idéal moral, mais une nécessité stratégique. Les débats théologiques entre rabbins et théologiens chrétiens se multiplient, mais dans un contexte de respect mutuel, forcé par l'équilibre des pouvoirs, plutôt que dans un contexte de domination chrétienne. Mais attendez, parce que les conséquences culturelles et intellectuelles de ce scénario sont peut-être encore plus profondes. Les Khazars et leurs alliés slaves juifs développeront des centres d'études talmudiques qui rivalisent avec ceux de Babylone et d'Espagne. Kiev, au lieu de devenir le berceau de l'orthodoxie russe, devient un centre majeur de la pensée juive
médiévale. Des académies rabbiniques attirent des érudits de tout le monde juif. La tradition intellectuelle juive, au lieu d'être fragmentée par les persécutions, se développe dans un environnement relativement stable et prospère. Les textes philosophiques et religieux produits dans ces centres influencent non seulement le judaïsme, mais aussi la pensée chrétienne et islamique environnante. Imagine des débats philosophiques intenses entre rabbins de Kiev, théologiens de Constantinople et savants de Bagdad, créant une synthèse intellectuelle unique. Réfléchis maintenant à l'impact sur la formation des identités nationales européennes. Dans notre chronologie réelle, le christianisme a été le ciment qui a unifié les nations européennes émergentes. Mais dans ce scénario alternatif, l'Europe orientale développe une identité distincte basée sur le judaïsme khazare et la culture slave. La Pologne, par exemple, au lieu de devenir le bastion catholique de l'Est, devient une zone frontière où le catholicisme, l'orthodoxie et le judaïsme coexistent et rivalisent. Les Lituaniens, qui dans notre histoire ont été les derniers païens d'Europe avant de se convertir au christianisme au XIVe siècle, pourraient, dans cette chronologie, choisir le judaïsme comme voie vers la civilisation et l'intégration au réseau commercial eurasiatique. Cela créerait un bloc de nations d'Europe orientale avec une identité religieuse et culturelle radicalement différente de l'Occident chrétien. Le XIVe et XVe siècle apportent de nouveaux défis et opportunités. Quand la peste noire ravage l'Europe, les communautés juives, dans notre chronologie, ont été accusées d'empoisonner les puits et ont subi des massacres horribles. Mais dans ce scénario alternatif, avec des royaumes juifs puissants en Europe orientale, ces accusations sont impossibles à maintenir. Au contraire, les pratiques d'hygiène et les lois alimentaires juives pourraient même être adoptées plus largement comme mesure de santé publique. L'Europe orientale juive pourrait même souffrir moins de la peste grâce à ces pratiques, renforçant encore sa position relative. Cette situation crée un contraste frappant entre l'Occident chrétien, dévasté et affaibli, et l'Orient juif relativement préservé et prospère. Maintenant, projette-toi dans le monde moderne que créerait ce scénario. Si le judaïsme était devenu la religion dominante de l'Europe orientale, l'histoire des 19e et 20e siècles serait méconnaissable. Il n'y aurait pas eu d'Holocauste tel que nous le connaissons parce que les dynamiques de pouvoir seraient complètement différentes. La création d'Israël en 1948 aurait eu un contexte totalement différent avec un État juif millénaire existant déjà en Eurasie. Les relations entre judaïsme, christianisme et islam auraient beaucoup évolué sur un pied d'égalité géopolitique plutôt que dans un contexte de minorités persécutées. C'est un monde où l'histoire religieuse de l'Europe aurait suivi un chemin radicalement différent, créant des répercussions qui se feraient encore sentir aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au scénario le plus radical et le plus bouleversant des trois. Imagine un monde où l'État russe, tel que nous le connaissons, ne se forme jamais. Pas de Moscovie, pas d'Empire russe, pas d'Union soviétique, pas de fédération de Russie moderne. Cela semble impossible à concevoir, n'est-ce pas? Pourtant, exactement ce qui aurait pu se produire si l'Empire khazare avait maintenu son contrôle sur les steppes et bloqué l'expansion slave vers l'Est et le Sud. Dans ce scénario, les Khazars ne se contentent pas de survivre, ils prospèrent et empêchent activement la consolidation des principautés slaves en un État unifié. Chaque fois que Kiev ou Novgorod tentent d'étendre leur influence, les armées khazares interviennent pour maintenir la fragmentation politique qui sert leurs intérêts commerciaux. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la géographie politique de l'Eurasie? Énormément de choses que tu n'aurais jamais imaginées.
Au lieu d'un processus de centralisation autour de Moscou qui commence au XIIIe siècle, les territoires slaves restent fragmentés en dizaines de petites principautés rivales. Certaines de ces principautés deviennent des vassaux des Khazars, d'autres maintiennent une indépendance précaire en jouant les Khazars contre Byzance ou contre les royaumes européens. La région que nous appelons aujourd'hui la Russie ressemblerait plutôt au Saint-Empire romain germanique médiéval. Une mosaïque de petits États, de villes libres et de principautés ecclésiastiques sans pouvoir central fort. Les villes comme Novgorod et Kiev développent des identités distinctes et deviennent des cités-États indépendantes plutôt que des composantes d'un empire unifié. Maintenant, pense à l'impact sur l'invasion mongole du XIIIe siècle. Dans notre chronologie réelle, les Mongols ont conquis les principautés russes fragmentées et ont établi le joug tatar qui a duré plus de 2 siècles. Cette expérience traumatisante a profondément marqué l'identité russe et a contribué à la centralisation ultérieure sous Moscou. Mais dans ce scénario alternatif, les Mongols rencontrent une résistance organisée de l'Empire khazar qui connaît parfaitement la guerre des steppes. Les Khazars négocient une alliance avec les Mongols, devenant leurs principaux agents commerciaux en Europe. Cette alliance transforme les Khazars en intermédiaires indispensables entre l'Empire mongol et l'Occident. Les principautés slaves, coincées entre ces deux puissances des steppes, n'ont aucune chance de s'unifier et restent politiquement fragmentées pendant des siècles. Et voici où l'histoire prend un tournant fascinant que personne n'aurait anticipé. Au XVe siècle, quand dans notre chronologie, Ivan le IIIe établit Moscou comme capitale d'un État russe unifié, ce processus ne se produit jamais dans cette chronologie alternative. Il n'y a pas de troisième Rome, pas d'idéologie impériale russe, pas d'expansion vers la Sibérie et l'Extrême-Orient. Le territoire immense que nous appelons aujourd'hui la Russie reste un patchwork de petits États slaves au nord, de territoires khazars au centre, de khanates mongols à l'est et de principautés nomades dans les steppes. Cette fragmentation politique crée un vide de pouvoir en Eurasie du Nord qui attire l'attention d'autres puissances, la Suède et la Pologne-Lituanie étant de leur influence beaucoup plus à l'est que dans notre chronologie. L'Empire ottoman pourrait même établir des protectorats dans le Caucase et autour de la mer Noire sans rencontrer la résistance russe. Mais réfléchis un instant aux implications culturelles et linguistiques de ce scénario. Dans notre monde, la langue et la culture russe se sont répandues sur un 1/6 de la surface terrestre, de la Baltique au Pacifique. Dans cette chronologie alternative, il n'existe pas de langue russe unifiée dominante. Les dialectes slaves de Kiev, Novgorod et d'autres villes évoluent indépendamment, devenant des langues distinctes, comme le tchèque, le polonais et le slovaque dans notre chronologie. La culture orthodoxe slave ne développe jamais l'ampleur et l'influence qu'elle a eue dans notre histoire. Au lieu d'une civilisation russe cohérente, tu as une mosaïque de cultures slaves orientales, chacune avec ses propres traditions, sa littérature et son identité. Imagine un monde sans Tolstoï, sans Dostoïevski, sans Tchaïkovski tels que nous les connaissons, parce que le contexte culturel qui les a produits n'existe tout simplement pas. Passons maintenant à l'ère moderne et aux implications stupéfiantes pour les 19e et 20e siècles. Sans État russe unifié, il n'y a pas de révolution russe en 1917, pas de création de l'Union soviétique, pas de guerre froide telle que nous l'avons connue. Le XXe siècle aurait été radicalement différent. L'Allemagne nazie n'aurait pas eu à craindre un front de l'Est massif. La Seconde Guerre mondiale aurait suivi un cours complètement différent. Le communisme
s'il avait émergé, n'aurait jamais eu la base territoriale et démographique pour devenir une idéologie mondiale. La géopolitique du XXe siècle aurait probablement été dominée par la rivalité entre les empires britanniques, américains et allemands, avec peut-être la Chine jouant un rôle plus important plus tôt. Le monde actuel serait méconnaissable. Et maintenant, prenons du recul pour voir ce que ces trois scénarios nous révèlent ensemble. Premier scénario, les Khazars dominent le commerce eurasiatique et créent un équilibre multipolaire avec Byzance. Deuxième scénario, le judaïsme se répand en Europe orientale et transforme la carte religieuse du continent. Troisième scénario, la Russie ne se forme jamais et l'Eurasie reste fragmentée. Chacun de ces futurs alternatifs était possible. Chacun aurait créé un monde radicalement différent du nôtre. Cela nous montre quelque chose de profond sur la de l'histoire. Elle n'est pas prédéterminée, elle n'est pas inévitable. Chaque moment historique est un carrefour où plusieurs chemins sont possibles, et le chemin choisi dépend souvent de décisions individuelles, de batailles spécifiques, de rencontres fortuites. L'Empire khazar était à un de ces carrefours cruciaux. Sa chute a ouvert la voie à l'expansion slave, à la formation de la Russie, à la domination de l'orthodoxie chrétienne en Europe orientale et finalement à la configuration géopolitique que nous connaissons aujourd'hui. Mais cela aurait pu être différent et comprendre ces possibilités alternatives nous aide à mieux saisir la fragilité et la contingence de notre propre réalité. Chaque empire qui tombe, chaque bataille perdue, chaque décision historique crée des ondes qui se propagent à travers les siècles pour façonner notre présent. Tu as apprécié ce voyage à travers ces chronologies alternatives fascinantes. Pense à t'abonner à Récits Nocturnes parce que chaque semaine, on explore ensemble des histoires qui auraient pu changer le monde. Alors, quelle est ta chronologie préférée parmi les trois que nous avons explorées? Celle où les Khazars dominent le commerce, celle où le judaïsme redessine l'Europe, ou celle où la Russie ne se forme jamais? Dis-le-moi dans les commentaires. Et n'oublie pas, l'histoire n'est jamais aussi figée qu'elle en a l'air. Merci d'avoir passé ces 25 minutes avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des possibilités infinies du passé.